Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, salle de trading, émission Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Alors comme vous le savez, chaque matin cette semaine je vous propose un point court d'une vingtaine de minutes à partir de 9h15 avec un focus sur l'once d'or, le DAX, le CAC et la paire euro-dollar. Cet après-midi nous allons nous concentrer exclusivement sur les graphiques intraday. Ce que j'appelle un graphique intraday, j'ai fait un choix, j'ai choisi l'horizon de temps 4 heures. Donc les signaux de trading seront donnés sur la base d'une clôture 4 heures et ça tombe bien puisque le chandelier 4 heures de la deuxième partie de la session européenne se déroule entre 11h et 15h CET, 15h heure de Paris. Donc nous avons là maintenant une clôture 4 heures depuis 20 minutes et peut-être des signaux de trading. C'est ce que nous allons essayer de voir en faisant un panorama des marchés, un tour d'horizon des graphiques intraday H4 sur le Forex, le marché des taux. Alors nous vous proposons le contrat de taux Bund, les indices boursiers et les matières premières. Bienvenue, nous allons donc démarrer. Je vous invite à laisser traîner vos questions dans la file commentaire puisque j'y répondrai à l'issue de ce tour d'horizon. Nous allons procéder d'une manière différente que celle proposée hier, j'ai simplement changé l'ordre. Nous commençons par le Forex, puis le Bund, les indices boursiers et enfin les matières premières. Pour commencer donc par le Forex, on va commencer forcément par l'euro-dollar et l'USD-CHF et ensuite les paires en dollars majeurs. Alors sous vos yeux, cette juxtaposition du cross USD-CHF et de l'euro-dollar, vous le savez, des paires parfaitement inversement corrélées. Je pense que si vous étiez présent ce matin au point rapide sur l'euro-dollar, vous avez déjà assisté à la plupart des arguments. Vous le savez, le marché a cassé les plus bas de 2012 à 1,20.42 $ en ouvrant un gap baissier sur l'euro-dollar entre 1,1976 et 1,20. Depuis lors et donc depuis dimanche soir, les 1,1976 $ font office de résistance. Le marché construit donc un flat, un marché latéral. C'est d'ailleurs une vue de marché qu'on avait pu voir venir dès hier après-midi. Un marché latéral entre 1,1876 et 1,1976. Un trading range de 100 pips dans le sens de la tendance. Alors, hier, j'envisageais justement la possibilité que ce trading range se déroule sur l'axe du temps, donc l'axe des abscisses, et à mesure que les cours se décalent vers la droite, ils seront bientôt rejoints par cette ligne de tendance baissière qui viendra appuyer dessus. Il y avait donc deux scénarios possibles. La possibilité de voir l'euro-dollar combler le gap, pénétrer donc la zone 1,1976, 1,20 et aller chercher la résistance qui d'ailleurs passe maintenant aux alentours des 1,2035, 1,2040 et adopter ici une stratégie de vente, ou voir le marché dériver à plat au sein de ce range avec donc finalement à chaque fois une opportunité de vente dès lors que l'euro-dollar teste les 1,1976 $. Je pense que l'USD-CHF est probablement plus intéressant puisque le support et la partie haute du trou de cotation qui a été ouvert dimanche à l'ouverture du marché d'échange se trouve sur le niveau de prix très simple à retenir, 1 $ américain égale 1 franc. Alors 1 franc suisse naturellement. USD-CHF, la parité, USD-CHF égale 1. En ce qui me concerne, tant que l'USD-CHF se maintient au-dessus de cette ligne de tendance haussière et au-dessus du niveau des 1, tant que l'euro-dollar se maintient sous les 1,20.40 et sous cette ligne de tendance baissière, je ne privilégie que les stratégies de vente dans le sens de la tendance. Les objectifs, c'est quoi? Alors, nous sommes pour l'instant dans un rang, je cherche davantage des points de vente, soit 1,1976, soit cette ligne de tendance, sachant que si jamais les 1,1876 devaient céder, le marché se dirigera vers les plus bas de 2005, un plus bas donc de 10 ans, à 1,1640 $. Et éventuellement à 1,1640 $, se poser la question d'un creux. Mais pour le moment, faisons confiance à cette tendance. Nous avons ici une analyse technique basée sur les chandeliers japonais 4 heures des crosses euro-dollar et USD-CHF que je trouve globalement limpide. Alors, ce que nous venons de décrire ici sur l'euro-dollar, c'est plus ou moins quelque chose que l'on retrouve sur le GBP-USD. Alors, le GBP-USD corrige depuis le printemps dernier, ce qui n'est pas le cas de la livre sterling en tant qu'indice de devise, puisque cette dernière sur le semestre dernier est globalement plat. Mais d'une certaine façon, la Banque d'Angleterre a un peu faussé les pistes, puisque le marché avait anticipé, peut-être et probablement beaucoup trop tôt, une hausse des taux d'intérêt en Grande-Bretagne, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui semble être de moins en moins le cas probable lorsqu'on observe les dernières décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Le GBP est globalement stable, pourquoi? Parce que le GBP a monté face à l'euro, dynamique baissière de l'euro-GBP, le GBP a monté face au yen, nous avons longtemps eu une dynamique haussière du GBP-yen qui est interrompue puisqu'au mois de janvier, le yen japonais rebondit, c'est un rebond technique puisqu'il a atteint des niveaux de support remontant à l'année 2008.
Quant au GBP-USD, c'est avant tout un mouvement qui est propre au dollar américain, à savoir la capacité du dollar américain de s'apprécier face aux devises européennes que sont le franc, l'euro et la livre sterling, et d'autres encore, mais ce sont des devises mineures, mais qu'on retrouve dans le palmarès, où elles se déprécient justement face au dollar américain. Le GBP-USD va probablement rejoindre les 1,50, voire même les 1,48, lors des prochaines semaines, ce qui correspondra à peu de choses près à un euro-dollar qui à ce moment-là se situerait au contact des 1,1640, 1,1650. Maintenant, que peut-on faire à court terme sur le GBP-USD? Moi je cherche forcément des points de vente. Alors quels sont les niveaux? Peut-on là actuellement adopter une stratégie de vente? Clairement on n'est pas sous résistance et vous connaissez le principe, dans une tendance baissière je m'intéresserai avant tout à chercher des points de vente au niveau des résistances. Mais somme toute, le GBP-USD est quand même en train de glisser, pips par pips. Je vois maintenant une première résistance qui se situe ici, sur le niveau des 1,5250. Tant qu'on est sous 1,5250, il y a un niveau ici que j'ai indiqué à 1,5102. 1,5102. En fait, c'est un niveau horizontal qui remonte à il y a quelques années, et quelque chose que vous pouvez donc voir sur des graphiques d'horizon de temps supérieur. Parmi les paires en dollars, il y a encore l'USD-CAD, le NZD-USD et l'AUD-USD. Je vais donc maintenant commenter ces paires majeures, puis ensuite on passera aux paires mineures. Alors, l'USD-CAD, vous connaissez le topo, c'est fermement haussier. Dernier signal d'achat en date a été donné à la cassure haussière des 1,1673. On a fait un mât haussier et maintenant on refait une phase de dérive latérale. C'est toujours comme ça que procède l'USD-CAD dans cette phase de progression. Un mât haussier, une dérive latérale, un mât haussier, une dérive latérale, un mât haussier, et vous l'avez compris, une dérive latérale. Sauf que cette dérive latérale, nous en sortirons par le haut. Ça c'est certain. Combien de temps ça va durer? Généralement, on voit que les marchés plats de l'USD-CAD peuvent durer 2 semaines. Le dernier en date, d'ailleurs, a duré précisément 2 semaines, du 15 décembre au 31 décembre. Alors, en respectant ce rythme de marché qui prévaut depuis quelques mois, eh bien, le 4 janvier, c'est donc cette semaine, a démarré une phase latérale. Elle pourrait durer jusqu'au milieu du mois de janvier. Et donc se construire sur l'USD-CAD entre 1,17 et 1,1813 avant de voir le marché en sortir par le haut. En clair, je ne pense pas que sur le très court terme, le USD-CAD ait vraiment donné ici un signal d'accélération haussière, mais je pense qu'on se prépare à avoir un espèce de range qui peut ressembler soit à ce rectangle-là, soit à ce drapeau, personne ne le sait. Il y a un principe en analyse technique qui est le principe de l'alternance. En clair, on ne va pas enchaîner le même type de phase de transition latérale. Donc en clair, nous sommes entrés dans l'USD-CAD dans une phase latérale. Je vous invite à utiliser la partie basse de cette phase latérale pour adopter une stratégie d'achat rigoureusement dans le sens de la tendance haussière. Car en 2015, on peut parfaitement envisager un USD-CAD rejoignant 1,20, 1,22 qui sont des niveaux horizontaux, et pour cela vous pouvez prendre des graphiques de long terme, vous les trouverez aisément. Alors, mais quelle est la partie basse de cette phase latérale? Le marché forme un premier support, ici 1,1723, c'est un niveau passé, 1,1723 et le marché s'est arrêté à 1,1731. Il y a plusieurs possibilités, soit on fait un rectangle entre 1,1730 et 1,1815, soit on fait plutôt une consolidation dans un drapeau, et dans ces cas-là, nous aurions ce type de consolidation sur l'USD-CAD. Et le marché pourrait à ce moment-là faire un espèce de drapeau, revenir s'appuyer sur 1,1675 et là redémarrer une phase ascendante. Alors entre cette anticipation d'une consolidation en drapeau avant de repartir en avant ou d'une phase rectangulaire avant de repartir vers de nouveaux plus hauts, quel choix faire? À un moment ou à un autre, la prévision boursière est aléatoire, vous le savez, là c'est une chance sur 2, clairement. Mais dans tous les cas, la zone comprise entre 1,1675 et 1,1725 est une zone propice pour chercher des stratégies d'achat. Et dans ce cas, où mettons le stop? Sous la partie médiane du précédent range. Donc entre 1,1560 et 1,1673, vous prenez le milieu et ce sera désormais votre stop de protection pour se positionner à l'achat dans le sens de la tendance dans cette zone d'intérêt. Voilà donc la lecture technique que je peux vous proposer sur l'USD-CAD. Nous avons vu l'euro-dollar, l'USD-CHF, nous avons vu le GBP-USD. Maintenant, que reste-t-il en paires majeures? L'AUD-USD, l'USD-Yen et le NZD-USD. Alors vous avez tous pu observer qu'il y a à très court terme une modification de la force relative qui était en place depuis quelques heures.
puisque la UD-USD progressait davantage que le NZD-USD, et donc il y a eu depuis la semaine dernière une hausse de la UD-USD de 1,0430 à 1,0560. Et puis là, ça consolide. Alors qu'en est-il? La UD-USD, je vous invite à utiliser ce support ici à 0,8087 pour une stratégie d'achat. Le gros niveau, le support horizontal weekly sur lequel nous avons attiré votre attention se trouve à 0,8065. On a eu une première réaction. Je pense qu'on peut mettre à profit un retour de la UD-USD sur 0,8087 pour une stratégie d'achat, protégée à ce moment-là par un stop sous les 0,8030 et pour viser 0,82. Voilà donc cette vue de marché que je vous propose sur la UD-USD. Et maintenant, en ce qui concerne le NZD-USD, il retrouve sur le court terme un comportement relatif plus fort que la UD-USD. Et vous savez qu'une paire croisée, qu'est-ce qu'une paire croisée? Une paire croisée, c'est une paire qui n'a pas de cotation propre. Une paire croisée est une paire dont la cotation déroule d'une fraction de fraction. En gros, la UD-USD sur le NZD-USD. Et lorsque vous faites la UD-USD sur le NZD-USD, vous obtenez le cross croisé AUD-NZD. En clair, le dollar australien n'a pas de cotation propre face au dollar néo-zélandais. On compare simplement leurs taux de change respectifs vis-à-vis du dollar américain. Donc, la cotation de la UD-NZD est entièrement dépendante de l'évolution des crosses AUD-USD et NZD-USD. Le NZD-USD a donné un signal d'achat à court terme en franchissant les 0,7699, bon, 0,77. Je pense que le NZD-USD refait plus ou moins ce type de structure de creux. Par contre, je ne serais pas non plus hyper optimiste sur l'objectif de cours. Je pense qu'on a fait une partie du chemin. Éventuellement, ce marché peut rejoindre les 0,7830. Éventuellement, un retour sur 0,77, peut-être un pullback attractif. Mais il est vrai qu'en termes de positionnement sur repli, eh bien, j'aurais une préférence pour ce niveau ici, des 0,8087 sur la UD-USD. En clair, je fais le choix de la UD-USD. Alors, je passe justement sur la UD-NZD, puisqu'il s'agit de la cotation croisée à UD-USD et NZD-USD. Nous vous avons invité à vous y intéresser très fermement la semaine dernière lorsque le marché est revenu sur un support mensuel, pluriannuel, se trouvant ici à 1,0428. Nous avons eu la semaine dernière une première impulsion d'environ, alors on a fait combien? On a fait 150 pips. On a fait 150 pips, et là maintenant on fait une dérive latérale. Quel signal nous donne le dernier chandelier 4 heures? Cette ligne de tendance est brisée. D'accord. Que signifie en analyse technique le fait de briser une ligne de tendance? Cela ne signifie pas qu'on passe d'un marché haussier à un marché baissier. Ça signifie que la tendance change. En clair, la dynamique s'est neutralisée. Et la dynamique s'est neutralisée désormais sur l'AUD-NZD dans cette zone. Nous avons des cours toujours couverts par une ligne de tendance baissière en place depuis le 2 novembre 2014. Donc belle tendance baissière, mais sous nos pieds nous avons ce socle qui est le support mensuel à 1,0428. Cette ligne de tendance est brisée, elle laisse la place à un marché de range, une compression entre cette ligne de tendance baissière et ce support ici à 1,0476. Alors en clair, deux possibilités. 1,0476 tient, le marché dérive à plat et finit par s'extraire par le haut et rejoindre les 1,06. Autre possibilité, nouveau test du support mensuel à 1,0428. Et il s'agirait là, à ce moment-là, d'un potentiel double creux. Un double creux, c'est quoi? Ça fait partie des figures chartistes qui permettent justement à un marché baissier de devenir haussier. Ce sont des phases de transition latérale. Et pour réaliser un double creux, il faut une tendance à retourner. Avons-nous une tendance baissière? Je vous présente la tendance baissière de la UD-NZD. Donc, voilà où en est ce marché. Possibilité qu'un 0,476 tienne, donc possibilité d'adopter au niveau actuel des cours une stratégie d'achat. Dans ces cas-là, protégé par un stop sous le support mensuel, donc sous les 1,0420 en termes donc de money management. Voilà donc pour les paires majeures. Alors après, il y a d'autres paires de devises qui sont susceptibles de vous intéresser. N'oublions pas l'USD-Yen cependant. Alors, écoutez, l'USD-Yen, je ne m'y intéresse pas. Alors, je ne dis pas que je m'y intéresse pas dans le sens où il n'y a rien à y faire. Mais je vous ai proposé sur le site ici un article qui met en avant le fait que, d'une part,
le yen japonais en 2014 s'est fortement déprécié. Vous retrouvez ici la performance du yen japonais en 2014, mais surtout que notre indice devise yen index, vous avez sous les yeux le yen index. En gros, c'est l'inverse de l'USD yen, de l'euro yen, du GBP yen, du NZD yen, etc. etc. Regardez, vous êtes attention face à des chandeliers mensuels. Donc, difficile de prendre une position intraday avec un chandelier mensuel, forcément. Mais, cependant, regardez depuis le début janvier, pourquoi l'euro yen, le GBP yen, l'USD yen ont baissé. Regardez depuis quel niveau se reprend le yen japonais en tant qu'indice devise. C'est une capture d'écran que j'ai réalisée en début d'après-midi. Nous sommes précisément là. Je pense que le yen japonais est dans un rebond technique. Et en clair, voilà ma stratégie. Je chercherai à acheter les paires en yens quand le yen index sera sous cette résistance. Je ne sais pas si vous le suivez bien. Je chercherai à shorter le JPY qui, dans USD yen, GBP yen, euro yen, etc. est la devise de contrepartie. Je chercherai à shorter le JPY lorsqu'il sera sous cette résistance. Shorter le yen en tant que devise de contrepartie, c'est chercher des achats sur les devises principales et donc les crosses USD yen, euro yen, GBP yen, etc. Donc en clair, pour moi, il est encore trop tôt pour chercher des achats sur les paires en yens. Voilà pourquoi je ne m'y intéresse pas tout de suite. Et donc, ne pas exclure que l'USD yen casse ce support. Ne pas l'exclure, forcément, puisque le yen japonais, en tant qu'indice devise, se renforce. Alors voilà pour les paires majeures. Après, vous avez peut-être d'autres questions. J'y répondrai, naturellement. Mais je vais quand même vous montrer quelques autres paires de devises. Alors, notamment l'euro GBP. Je vous en ai parlé hier, l'euro GBP. Et je vous proposerai d'ici jeudi une vue de marché sur la livre sterling, puisque vous le savez, jeudi prochain a lieu une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et un discours de son vénérable gouverneur, M. McCartney. Bon, l'euro GBP tient un support de long terme à 0,7750. Alors il a très bien réagi jusqu'à présent, le voici. Voici la réaction en données 4 heures. Il y avait clairement lundi une possibilité de se positionner long sur l'euro GBP. Hier, je vous ai expliqué envisager une structure en épaule, tête-épaule, et éventuellement en V-bottom, avec une ligne de coup, on la teste justement actuellement. Mais je vous ai aussi expliqué que, comme toute stratégie d'achat, elle doit se faire sur support. Je n'aime pas des stratégies d'achat en cachure, ni des stratégies de vente en cachure. Soit sur un niveau, soit en pullback. Le premier niveau de support que je vois sur l'euro GBP se trouve à 0,78. En fait, ça n'a pas changé, puisque je crois que lorsque nous en avons parlé hier, nous étions donc le 5 janvier, l'émission Wall Street Insider hier, nous étions ici. Voilà. Voilà où nous étions hier et je vous ai invité à vous intéresser au niveau des 0,78. Le marché n'y est pas revenu et continue d'attaquer. Donc, c'est certain que si l'euro GBP franchit ce niveau-là, à ce moment-là, il y a tout à fait une possibilité de remonter en direction des 0,7950, qui est donc la ligne de tendance baissière en place depuis 2013. Le niveau de support qui m'intéresse est celui-ci. Si vous êtes adepte de stratégie d'accélération dans le sens de la tendance de court terme, le niveau à surveiller sur l'euro GBP c'est 0,7867. Et alors en effet, en cassure des 0,7867, il y aurait une centaine de pips à prendre pour viser 0,7965. Et pour le moment, nous sommes sous cette oblique descendante. Il y a une possibilité de revenir sur ce support intermédiaire à 0,78. Et là, cela m'intéresserait pour une stratégie d'achat. Alors sur les paires de devises concrètement c'est tout. Vous pouvez avoir d'autres questions sur d'autres paires de devises, n'hésitez pas à les laisser traîner, j'y répondrai puisque vous voyez ici que j'en suis une bonne vingtaine. N'oubliez pas toujours le PEG, le seuil de la Banque Nationale Suisse, on va parler simplement, à 1,20. Dès qu'on le teste, alors quel est le niveau en fait? Ce serait davantage 1,20,007. 1,20,007 pour une stratégie d'achat. Donc vous voyez que là on y retourne. Ça vous connaissez je pense par cœur ce niveau. Voilà pour les paires de devises. Un mot rapidement sur le Bund et enfin les indices boursiers. Vous avez compris, les indices boursiers, la situation technique s'est complètement neutralisée depuis plusieurs mois. Nous avons fait une année blanche. Nous avons que des phases de contre-pied, aucun mouvement directionnel. C'est ce que je vais vous remontrer.
Depuis ce matin, les valeurs du secteur financier se sont repris. Avez-vous vu le titre Total? Plus bas à 39,30 euros, il remontait à 40,50 euros, donc un Total qui reprend presque 3% depuis ses plus bas, alors que le pétrole ne se stabilise pas. Que se passe-t-il? Vous le savez, je vous en ai parlé hier si vous avez assisté au bilan annuel, que la zone des 38-39 euros est une zone d'intérêt de long terme pour les investisseurs sur le titre Total. En tout cas du point de vue de l'analyse technique, mais aussi d'un certain nombre de ratios de valorisation boursière. En clair, il se passe quelque chose, mais bon, pour l'instant les marchés actions européens restent sous pression, hein, admettons-le. Bon, trêve de blabla, le Bund. Objectif atteint. Rappelez-vous, hier nous étions ensemble, je vous ai expliqué avoir calculé les objectifs de cours de la façon suivante. J'ai projeté l'amplitude de cette jambe de hausse au point bas de cette consolidation latérale, qui nous donnait comme objectif 156,79. 156,79 a été cassé, et regardez la précision de l'analyse technique, on fait une cassure haussière en données 4 heures, et on fait le pullback, et ça repart. Donc, ça c'est plutôt sympathique. Je vise, d'ailleurs comme hier, 158,17 sur le prix du Bund, ce qui signifie que le rendement obligataire à 10 ans de l'État allemand, lui, continue de tendre vers des plus bas historiques. Donc, tant que le marché se maintient au-dessus de cette ligne de tendance haussière, et étant donné que nous donnons un nouveau signal d'achat en franchissant les 156,79, je reste haussier pour viser 158. Et le marché a désormais un nouveau support, en dessous duquel les stops dans le sens de la tendance peuvent être remontés à 156,56. Après, idéalement, mais tout dépend de là où vous vous êtes positionné, le stop doit être glissant, mais positionné sous cette ligne de tendance. Car tant que le marché reste au-dessus de cette ligne de tendance, il peut rejoindre les 158,17. Peut-on envisager 160? Je vous dirai oui, lorsque j'aurai une clôture 4 heures au-dessus des 158,17. Les indices boursiers, et excusez-moi, j'oubliais l'USD-CNH. Alors, l'USD-CNH, je pense que cette paire de devises fonctionne de la façon suivante. Impulsion haussière flat, impulsion haussière flat, impulsion haussière flat, et donc j'anticipe le redémarrage d'une phase d'impulsion haussière. Alors je vais un peu retirer des niveaux techniques parce qu'on n'y voit rien. Je m'intéresse notamment à la moyenne mobile à 20 jours. Alors attention, il s'agit ici de la moyenne mobile à 20 jours et non pas à 20 fois les chandeliers 4 heures. Hein. Je vous rappelle comment faire. Double-cliquez sur la moyenne mobile, onglet Data Source, période D1, daily, journalier. En clair, j'ai régulièrement écrit que je m'intéressais à un test de la moyenne mobile à 20 jours pour adopter une stratégie d'achat sur le cross USD-CNH, qui est donc une dépréciation du yuan renminbi de Hong Kong face au dollar américain. Pour une stratégie d'achat, c'est donc ce que je confirme, et je pense que désormais on peut adopter sur cette MM20 jours, sur ce support, une stratégie d'achat, et dans ces cas-là, protégé par un stop de protection situé sous cette ligne de tendance haussière. Vous prenez tout simplement les bas de marché les plus saillants depuis le 18 novembre. Celui du 18 novembre ou encore celui ici du 8 décembre. Donc voilà. Alors, petit bémol. Y a-t-il une possibilité que cette phase de transition latérale soit une phase de sommet? Imaginons en épaule, tête, épaule. J'ai envie de dire que si tel était le cas, eh bien, le signal serait donné par la cassure de la ligne de coup. Et en clair, un marché qui viendrait briser les 6,20.50 et donc cette ligne de tendance haussière. D'autre part, plutôt que l'approximation chartiste, je préfère toujours accorder ma confiance à la tendance. Et cette dernière reste haussière et au-dessus donc de cette moyenne mobile à 20 jours. Le Bund continue donc d'accélérer. Alors maintenant, les indices boursiers. Alors, si vous avez assisté ce matin au focus sur les indices boursiers, vous avez compris deux choses. Mais avant de vous montrer les graphiques 4 heures, laissez-moi vous remontrer deux graphiques journaliers. C'est promis, ce sont les seuls graphiques journaliers que je vous montre, mais ils représentent bien ce qui se passe en Europe depuis plusieurs mois. Et finalement, en quoi il est compliqué d'attraper quelque chose de directionnel sur ces marchés. Je vais vous montrer le graphique journalier du CAC 40 et le graphique journalier de l'indice pan-européen Eurostoxx 50. Le CAC. Alors,
L'indice Eurostoxx 50, le voici, il représente la tendance générale des actions européennes. Voilà ce que font les actions européennes depuis juin dernier. Y comprenez-vous quelque chose? Une impulsion contre-pied, une impulsion contre-pied, et encore un choc baissier mi-décembre, où là tout le monde annonçait 3500 points sur le CAC, et tout le monde s'est fait sortir lorsque le marché a monté à 4300. Donc nous sommes sur les actions européennes dans des phases complètement latérales, dans des marchés plats, sans aucune tendance. Et comment est-ce qu'on négocie un marché sans tendance? En intervenant uniquement au contact des bornes extrêmes. Malheureusement, voilà dans quel état se trouvent les actions européennes, dans des grosses phases latérales extrêmement difficiles à négocier. Alors, nous avons potentiellement l'hypothèse d'une formation chartiste en triangle symétrique que nous retrouvons ici sur l'indice pan-européen Eurostoxx 50 et qui existe à son tour ici sur l'indice CAC 40. La partie basse passe entre 3990 et 4000 points. La partie haute passe entre 4342 et 4390. Et où en est le marché là actuellement? Eh bien plus ou moins au milieu de nulle part. Si ce n'est que en clôture journalière, nous avons tout de même, si le marché devait clôturer maintenant, mais il n'a pas clôturé, c'est pourquoi on va s'intéresser au chandelier 4 heures, un marché qui défend les 4100 points. Alors, sur le graphique 4 heures, je vais vous montrer que la véritable zone d'intérêt c'est 3990, 4045. Bon, le marché il a fait quoi? Il a fait 4070. Il y a un enseignement que je tire de l'analyse technique, c'est qu'on n'interprète pas un chandelier tant qu'il n'est pas clôturé. Ce chandelier là que vous avez actuellement sous les yeux n'est pas un chandelier clôturé. Il ne donne donc aucune indication de trading. Si en effet le CAC devait clôturer ce soir à 4140, nous aurions préservé ce niveau horizontal qui se trouve ici à 4098, à 4100. Sauf que personne ne sait où sera la clôture. Et que le dernier signal de trading en date, c'est ce chandelier daily qui est la cassure des 4200. La parenthèse des graphiques journaliers est refermée, on rebascule sur des graphiques intraday. Nous regardons le CAC, le DAX, le SP500, le DAX. Et ensuite, je terminerai par les graphiques en données 4 heures du Brent, du WTI, de l'once d'or et de l'argent métal. Alors c'est parti, donc tout se recharge. Alors, vous l'avez compris, le CAC tente en clôture journalière de défendre les 4100 points. Maintenant, nous sommes ici face à des chandeliers 4 heures. Quel est le dernier signal de trading donné en clôture 4 heures? C'est le chandelier d'hier, de la session européenne, qui est la cassure des 4130 points. Pourquoi 4130? Et rappelez-vous, c'était la partie basse du gap haussier, le fameux gap, dont j'espérais qu'il attire des acheteurs, ce n'a pas été le cas, du 18 décembre dernier. Il a été comblé, maintenant il fait résistance. Il n'existe plus, mais il fait résistance. Donc, regardez tout de suite les chandeliers 4 heures aujourd'hui, qui seuls vous permettent d'avoir des indications de trading, puisque le chandelier daily n'a pas clôturé. Que vous disent les chandeliers 4 heures? Tant que le marché se maintient sous 4130 points, il est sous pression négative. Si par contre, une clôture 4 heures intervient au-dessus des 4130 points, là en effet, le marché retendra vers 4200 et restera de toute façon enfermé dans ce vaste triangle symétrique. Je vous rappelle dans quoi on est, on le voit peut-être un peu mieux ici en données 4 heures. Voilà dans quoi on est. On est dans un gros triangle symétrique. Un jour on en sortira, on en sort par le haut, le marché va à 5000, on en sort par le bas, on va à 3500. Voilà l'état des lieux. Et pour l'instant, nous sommes dans ces vastes figures de transition latérale. Donc sur le CAC 40. Alors autant vous dire que la prévision boursière pour l'année 2015 elle est compliquée, puisque 5000 c'est différent de 3500, soyons bien d'accord. Et pour l'instant nous sommes dans cette phase, dans ce vaste triangle symétrique, et au moment où je vous parle on est en plein milieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà dans un range c'est pas évident de trader, alors qu'est-ce qu'on fait au milieu d'un range? Bon, autant vous dire que autant lancer une pièce, et ce qui n'est absolument pas sérieux du point de vue de l'investissement et notamment du money management. Mais pour parler brièvement, en chandelier 4 heures, tant que le marché se maintient sous 4130 points, on a cette hypothèse de faire un range avant éventuellement d'aller chercher la partie basse. La ligne de tendance haussière, elle passe actuellement à 3970. C'est donc la partie basse de ce triangle symétrique. Donc nous verrons bien ce que fait le marché
La dernière clôture 4 heures de 15 heures ne me donne pas d'informations, à part le fait qu'on se maintient sous 4130. Est-ce que j'ai des informations différentes sur l'indice allemand DAX? J'ai en effet une information différente. Sur le DAX, la phase de transition latérale se déploie entre les sommets historiques, bon, à 10 100 points, et bon, vous savez qu'en données hebdomadaires, hein, le DAX a un gros range 8009, 10 000, ok. Mais à plus court terme, le DAX a quand même tenu cette ligne de tendance haussière dont je vous parlais hier, la ligne de tendance haussière qui lie le bas du 16 octobre et le bas du 16 décembre. Je vais juste revenir sur une chose. Vous êtes d'accord pour dire qu'un signal de trading n'est donné qu'en clôture. Ce matin, nous avons un chandelier ici 4 heures qui tente d'accélérer sous la ligne de tendance. Mais est-il clôturé? D'ailleurs, à quelle heure clôture le chandelier de la matinée de la session européenne? Je vous pose la question, vous le savez. C'est 11 heures du matin. Les clôtures 4 heures, heure de Paris, ont lieu à 7 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures. Vous pouvez retenir ça, 7 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures. Potentiellement, en utilisant ces graphiques intraday en données 4 heures, et aux heures, je dirais, où nous ne sommes pas couchés, à moins que parmi vous, certains négocient pendant la session asiatique, et donc font la nuit blanche, heure de Paris, heure de France. Pour nous, qui allons négocier pendant les heures de la journée, c'est 4 signaux de trading. Celui de 7 heures du matin, celui de 11 heures, celui de 15 heures et celui de 19 heures. Alors quels sont les signaux? Reprenons celui de 7 heures. Celui de 7 heures. Alors ça c'est la clôture de 11 heures, pardon. Celle de 7 heures, rien. Celle de 11 heures, intéressant celle de 11 heures ce matin. Elle préserve la ligne de tendance. Mèche basse sous la ligne de tendance, plutôt sympathique. Donc dans la foulée on préserve, on rebondit. Que nous dit le dernier chandelier, celui qui a été clôturé à 15 heures? On teste la résistance à 9590, mais on ne la franchit pas. Et donc, voilà où se retrouve le DAX, sous cette résistance des 9590, et soutenu par cette ligne de tendance haussière. En clair, dans une phase de compression. On en sort par le bas, on coule à 9200. Le marché parvient à reclôturer au-dessus des 9590. Le marché pourrait potentiellement reprendre les 9690 et même revenir à 9950. Voilà donc, sur la base de ces graphiques en données 4 heures, la vue de marché que je peux vous proposer. Le Dow et le SP500 sont-ils dans des situations différentes en utilisant les clôtures 4 heures? Que nous dit la clôture 4 heures du SP500? Ligne de tendance haussière en place depuis le 16 octobre et le 16 décembre, vous avez rigoureusement la même sur l'indice allemand DAX. Les derniers chandeliers 4 heures sont des toupies. Qu'est-ce qu'un toupie en terminologie japonaise? C'est un chandelier japonais avec un petit corps et des ombres hautes ou basses en amplitude, donc l'axe des ordonnées qui dépasse la hauteur du corps. Donc ce sont des chandeliers d'hésitation. C'est pas étonnant d'hésiter puisque le SP500 teste un support important compris entre 2015 et 2020 points, je vous en parlais hier, et donc cette ligne de tendance haussière. Avons-nous des indications basées sur les chandeliers 4 heures? Pour le moment, non, nous sommes dans un flat. Alors certes, le marché construit peut-être une base, et j'imagine que peut-être pour certains, vous avez utilisé ce support pour adopter des stratégies d'achat, dès lors qu'elles sont protégées par un stop de protection sous la ligne de tendance. Parce que si elles cèdent, le SP500 rejoindra violemment les 9000 et les 1968, à l'image du DAX et les 9216. Par contre, là, nous sommes plutôt sur support. Donc clairement, sur support, ce sont davantage des stratégies d'achat qui peuvent être mises à profit. Avons-nous du côté du momentum des pré-signaux? Alors, du côté du momentum, il est vrai que nous avons une cassure qui est pas trop mal en fait, mais qui signifie en fait en l'état rien. C'est simplement le rythme de marché qui se modifie. Et qu'est-ce qu'un rythme de marché qui se modifie? Vous l'avez sous les yeux. Une jambe de baisse et on fait un flat. Mais clairement, ce qui serait très positif, ce serait de voir ce RSI H4 refranchir le niveau des 30. Voilà donc où en est le SP500 et le raisonnement est identique sur l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Alors on a vu le Forex, le Bund d'ailleurs qui est toujours plutôt bien orienté. Les indices, il nous reste les matières premières. Nous allons regarder l'once d'or, l'argent, les pétroles. Alors,
Et puis le gaz, ça vous intéresse aussi, hein. Alors, le pétrole. Écoutez, une fois n'est pas coutume dans ce tour d'horizon 4 heures, laissez-moi vous remontrer un graphique weekly. J'ai observé quelque chose ce matin sur le marché action. Alors que le pétrole faisait des nouveaux plus bas, le marché s'est positionné à nouveau sur le titre Total, puisqu'il faisait un plus bas à 39,30 et tout à l'heure il était à 40,50. Alors je vous ai expliqué que, et notamment hier dans le bilan annuel, que l'analyse technique suggère que la zone des 38-39 euros par action sur le titre Total est une zone d'intérêt de moyen long terme, et donc forcément on cherche à se positionner. Il y a une peut-être insensibilité sur le court terme du titre de la compagnie pétrolière française à ces nouveaux plus bas du prix du pétrole, mais on arrive aussi dans des zones où prochainement cette phase de baisse verticale laissera la place à un range, exactement comme en 2008 où on avait une phase de baisse verticale et un range. Alors le range à l'époque avait été créé entre 36 et 50 $, nous avons pénétré cette zone, nous sommes à 48,91. Alors n'achetez pas le pétrole, hein, ça sert à rien, puisque pour l'acheter, j'attendrai qu'on ait fait plusieurs semaines de range et des figures d'inversion de tendance. C'était facile en 2009, un double creux, signal d'achat donné en mars 2009. Donc là, je ne commande pas le pétrole pour des stratégies trading, sinon c'est simple, hein, il suffit d'être vendeur dès qu'on casse un niveau. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai noté le fait que aujourd'hui certains investisseurs se repositionnent sur des compagnies pétrolières et que cela peut être un signal où justement nous basculerons bientôt dans un marché de range. Mais est-ce qu'on ira chercher 36 $ avant, ou même ce niveau ici à 46,69? Je pense que oui. Je pense que le WTI peut aller chercher 46,69. Donc je vise 46,69 qui est ce niveau horizontal en données hebdomadaires. Alors, si on doit viser sur le WTI 46,69 $, eh bien, vous retrouvez donc ce niveau. Et maintenant, la toute première résistance, c'est celle-là, c'est celle qui se trouve à 50 $. Bon, moi, de manière générale, j'éviterais de m'exposer à ce marché-là, qui est susceptible, tellement le mouvement est mature, à un moment ou à un autre, d'entrer en contre-pied. Après, j'admets que les signaux techniques, ils fonctionnent plutôt bien. Le dernier, il avait été donné ici, sur les cours du WTI à la cassure des 54, on a baissé, on a fait un flat, on baisse. Là on baisse. Dernier signal en date, la cassure des 50. C'est vrai que sous 50 $, ça peut baisser à 46,69. Alors dans ces cas-là, vous vous protégez avec un stop au-dessus de 50, hein, et puis vous visez 46,69 si ce type de scénario vous intéresse. Voilà donc pour toutes ces stratégies. Je vais remettre ici le CAC, l'USD, CNH et puis peut-être l'euro-dollar, hein, puisque c'est aussi, je pense, quelque chose qui vous intéresse, ainsi que l'USD CHF. Et je vais répondre à vos questions. Alors d'ailleurs, dans cette phase de range qui est en train de construire l'eurodoll, est-ce qu'elle en a une forme chartiste? Est-ce que nous n'aurions pas l'amorce d'une sorte de triangle, de petit triangle 4 heures sur l'eurodoll, peut-être voilà, ce type de range où finalement l'eurodoll dériverait à plat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce triangle symétrique, alors vous savez que sur des graphiques intraday, dès lors que l'on parle de formation géométrique en triangle, ça porte un nom bien précis, on parle d'un fanion tout simplement. Donc voilà le type de construction chartiste intraday que nous pourrions avoir ici sur euro-dollar et USD CHF. Donc là, l'euro-dollar serait plutôt dans la partie basse de son petit triangle H4 et l'USD CHF dans la partie haute de son petit triangle H4. Le tour d'horizon en données 4 heures est désormais terminé et cette fois-ci, je réponds à vos questions et partage vos éventuels commentaires et graphiques. Alors, bonjour Pompeius Manius. Bonjour, où avoir des ressources sur le Bund, déterminant corrélation avec quels actifs, comportement, risque, quand le trader, comment, etc. Alors, quand le trader, ça c'est pas bien compliqué, vous allez sur le site FXCM et vous avez dans la partie produits, sous la forme d'un document PDF, tous les détails, notamment sur les échéances, car il s'agit d'un contrat à échéance. Ensuite, pour tout ce qui est information sur ce contrat de taux, vous avez la section de notre forum,
où les participants donnent un certain nombre d'informations. Donc ça c'est aussi une chose importante. Et sinon, eh bien, je vous invite à tout simplement prendre les informations sur la place de cotation propre à ce contrat de taux, place de cotation en Allemagne, il me semble que c'est le marché Eurex, où là vous pourrez trouver toutes les informations qui vous intéressent, hein, mais ce sont des choses qu'on trouve de manière générale en cherchant sur internet. Je pense que plus je la regarde, plus finalement cette vue de marché me plaît, à savoir que finalement ces ranges sur l'euro-dollar et l'USD-CHF prennent la forme de phases de transition latérale en triangle symétrique et qu'on pourrait parfaitement dériver à plat, ici sur l'euro-dollar et ici sur l'USD-CHF, jusqu'à ce que les lignes de tendance entrent en contact avec les cours. Et toujours positionné sous le gap baissier hebdomadaire qui a été ouvert entre 1,1976 $ et 1,20 $. Donc ça me paraît intéressant comme vue de marché. Peut-on dire plus que jamais que l'euro est HS? Écoutez, vous avez raison puisque, alors je ne sais pas si Lucie vous avez hier assisté au bilan annuel 2014, mais sachez que l'euro partage avec le yen le statut de monnaie faible en 2014. Ces deux monnaies face à un panier de devises se sont dépréciées de plus de 10% en 2014. Donc ce n'est pas un mouvement qui est récent, la baisse de l'euro n'a pas commencé dimanche dernier. La baisse de l'euro en tant qu'indice devise a commencé au printemps dernier. Et je me rappelle précisément, nous étions début juin 2014, et la baisse de l'euro a commencé lors d'une décision de politique monétaire de Mario Draghi. L'euro-dollar a fait un plus haut à 1,3993, et c'est là que la Banque Centrale Européenne a dit, au-dessus de 1,40 $ pour 1 euro, le taux de change de la monnaie unique européenne est inacceptable. Et les mots prononcés par les gouverneurs de banque centrale ont un impact. Donc, l'euro est HS depuis le printemps dernier, et l'euro, pour le moment, continue sa dynamique baissière jusqu'à preuve du contraire. Ce qui serait un signal, je dirais, vraiment d'interruption, ce serait de refranchir les 1,22 $. Comprenez que pour le moment, on n'est pas parti pour faire ça. Hein. Alors, vous n'avez pas l'action totale sur la plateforme, c'est normal, on ne vous propose pas encore la négociation sur action. Il y a une possibilité de personnaliser la plateforme en ajoutant l'application Yahoo Finance, et là vous pouvez ajouter l'action totale. Vous avez les explications sur notre forum pour personnaliser la plateforme avec l'application Yahoo Finance, ce qui vous permet de télécharger en fait des cotations. Alors là vous l'avez ici, moi c'est ce que j'avais fait, hein. Mais de manière générale, mieux vaut attendre que nous vous les proposons la négociation, puisque vous pourrez les télécharger ici, hein. Enfin vous pourrez les avoir en direct, hein, sur votre plateforme. Mais moi je vais ici remettre justement les cotations de Total, et vous les avez ici en les téléchargeant. Voilà cette zone d'intérêt dont je vous parle, c'est pas du temps réel, mais regardez, ce matin Total a fait un plus bas ici à 39,40. Voilà cette importante zone de support. Vous avez ici les chandeliers en données hebdomadaires, et moi c'est cette zone là ici qui m'intéresse pour des stratégies de positionnement, sachant qu'il faut impérativement que ça tienne. Donc voilà, hein, vous avez ici donc le graphique de FP, c'est le mnémonique de l'action. Mais elles ne sont tout simplement pas disponibles, donc ne cherchez pas. C'est probablement quelque chose qu'on vous proposera courant premier semestre, voire même avant. Nous faisons au plus vite. Alors intéressant d'observer la reprise de la paire euro-dollar justement dans la partie basse de son range. Alors peut-être qu'elle est partie pour revenir chercher 1,1960. Et 1,1960, 1,1976, on verra bien, hein. Si on reste dans le range, ça peut être à nouveau vendu. Pour une stratégie de vente, c'est sous résistance, rappelez-vous, et ça se trouve entre 1,1976 maintenant et 1,2021. Pour une stratégie d'achat sur l'USD-CHF, ça se trouve entre 1 et 1,0035. Il y a des statistiques, hein, qui viennent de tomber aux États-Unis. L'estimation finale de l'indice PMI, donc j'imagine qu'il doit être en retrait. Je vais simplement aller regarder ce que donne cette statistique américaine qui vient de tomber, puisque c'est elle qui pénalise le dollar américain sur le court terme. Alors hop, voilà, il faut le temps que ça charge un petit peu. Alors, en effet, l'indice PMI du secteur des services ressort à 56,2. Le marché l'anticipait à 59. Donc forcément, là c'est une statistique qui pénalise le dollar américain sur le court terme face aux devises européennes. Admettez quand même
que la réaction baissière sur le dollar est mesurée et qu'au final, le marché se contente d'évoluer dans ce petit range. Et moi, ici, là, dans la partie basse, je chercherai des achats. Et ici, dans la partie haute, comme d'habitude, des ventes. Alors bonjour visiteurs, alors naturellement que la demande de pétrole est au plus bas et forcément qu'à un moment ou un autre, notamment comme en 2008, la demande de pétrole reflète bien la réalité de l'économie réelle. Mais moi je vous pose cette question visiteurs, est-ce que les indices boursiers reflètent la réalité de l'économie réelle? On sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, il s'agit avant tout de flux financiers. Alors à un moment ou un autre, l'écart entre le prix du pétrole reflète l'économie réelle et le prix des actions va se réduire. Mais le prix des actions ne reflète absolument pas l'économie réelle. Est-ce que le prix des actions françaises, selon vous, reflète les conditions du marché du travail en France? J'ai presque même envie de dire que depuis plusieurs années, depuis 2009, le taux de chômage n'arrête pas de monter, le prix des actions n'arrête pas de monter. Donc, il n'y a tout simplement aucun lien entre le prix des actions et les perspectives de l'économie réelle. En tout cas, pas des grosses capitalisations boursières, qui se débrouillent de toute façon pour faire leur profitabilité et donc leur perspective de rendement essentiellement à l'international. Donc là forcément la sensibilité à la situation de l'économie française elle est réduite à peau de chagrin, quoi. Alors visiteur, pourquoi n'y a-t-il pas le blé et le cacao chez FXM? Eh bien dans ces cas-là on peut toujours trouver des actifs qu'on ne vous propose pas, mais ce qui est certain c'est qu'à mesure que les mois passent on vous en propose davantage. Donc ça ce sont des choses qui arrivent avec le temps. Pour faire les choses bien, il faut les faire progressivement, donc vous allez voir, ce sont des choses qui arrivent. Alors, dernière question sur le gaz naturel, et je pense avoir fait le tour de vos questions. Eh bien, le gaz reteste à nouveau cette zone ici à 2,86. Alors, moi, hier, c'est vrai que je pensais que 3 $ ça pouvait tenir. Bon, ça n'a pas tenu. Donc, c'est une vue de marché erronée. On revient là sur les plus bas. On voit que c'est un marché qui reste globalement sous pression. J'ai l'impression qu'on fait une espèce de formation élargie, mais qui n'est pas évidente. Et le point bas de cette formation élargie, maintenant c'est 2,78. Bon, c'est forcément pas évident. Je pensais que 3 $ pouvait tenir. Ça n'a pas tenu. Donc là, on revient tester les 2,80. Enfin, on a fait un plus bas à 2,82. On peut remonter à 3 $, là justement, peut-être remonter à 3,17. Mais ça reste assez compliqué. On a, je pense, peut-être l'ébauche d'une formation élargie comme ça, sur le plan chartiste. Alors, bien, je reviens justement sur la UDNZD où vous constatez que j'hésitais entre soit la tenue de ce niveau ici à 1,0476, soit la possibilité que le marché aille faire un nouveau test des 1,0428. Vous constatez que le marché décide et s'apprête à nouveau aller tester les 1,0428. En ce qui me concerne, un nouveau test des 1,0428 sera à nouveau une possibilité d'adopter une stratégie d'achat protégée donc par un stop de protection sous les 1,04. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci d'avoir participé au tour d'horizon H4, Forex, taux, indices et matières premières. Vous retrouvez tout à l'heure à 18 h un webinaire sur les grandes corrélations Forex. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à 9 h 15 pour le point de marché rapide DAX, CAC, Euro-Dollar et once d'or. Merci à toutes et à tous et à demain.